Jackie Schroyer, accusée d'avoir organisé le meurtre rémunéré de son mari Beau, tué brutalement à coups de couteau l'an dernier, elle a officiellement été condamnée à Angola. Ce crime a peut-être eu lieu en Afrique, mais il a fait la une de l'actualité internationale. Nous aborderons les preuves, le complot, les peines, les protagonistes et d'autres sujets avec un avocat et ex-agent de la CIA. Bienvenue dans Sidebar, présenté par Law and Crime. Je suis Jesse Weber. Vous vous souvenez de l'histoire d'une Américaine accusée d'avoir eu une liaison avec le garde du corps de la famille, puis d'avoir commandité l'assassinat de son mari pasteur? Plus précisément, elle aurait cherché des tueurs à gages et trouvé un endroit pour exécuter le contrat. Elle a maintenant été officiellement reconnue coupable de meurtre, et cela ne s'est pas passé ici aux États-Unis. Non, cela s'est passé en Angola, condamnée par le tribunal de district de Lubango. Nous parlons de Jackie Schroyer, âgée de 44 ans. Elle a été reconnue coupable du meurtre de son mari, Beau Schroyer, 44 ans. Elle a été condamnée à 24 ans de prison en Angola et à une amende d'environ 11 000 $. Cela fait suite à son arrestation en novembre 2024, peu après le meurtre, puis à son inculpation officielle en février. Après que Beau a déménagé avec Jackie et leurs enfants en Angola en 2021 pour du travail missionnaire, on parle ici d'une personne remarquable et du travail missionnaire. Cela s'est fait via l'organisation chrétienne SIM États-Unis d'Amérique, basée en Caroline du Nord. Il a été poignardé à mort le 25 octobre 2024. L'ancien policier de Detroit Lakes, Minnesota, membre de l'église Lakes Area Vineyard, a été attiré dans une zone isolée par plusieurs hommes originaires d'Angola ayant des antécédents criminels pour des crimes graves. Il s'agit d'enlèvement et de vol à main armée commis par des criminels endurcis, selon le service d'enquête criminelle d'Angola. Alors, que font-ils? Ils font semblant d'avoir des ennuis avec la voiture, des soucis de moteur. Ils l'attirent dans une zone isolée et ils le tuent. Ils le poignardent à mort. Son corps retrouvé près d'une voiture ensanglantée avec ses effets. Et apparemment, selon le New York Post, Jackie était là mais a fait semblant d'avoir besoin d'aller aux toilettes et est allé dans un buisson pendant qu'ils attiraient son mari pour le tuer. Et c'est intéressant parce que la police avait déclaré à l'époque que Jackie semblait bouleversée en apprenant la mort de son mari. Mais encore une fois, c'est elle qui était le cerveau. C'est elle qui a tout orchestré. Ces tueurs à gages ont été payés par Jackie l'équivalent d'environ 50 000 $. Et les tueurs à gages, le Daily Mail les a identifiés comme Isolino Caillou, Gelson Ramos et Bernardino Elias. Parlons maintenant de Bernardino Elias. C'est l'homme avec qui Jackie aurait apparemment eu une liaison. Il travaillait à la maison de la famille en Angola, comme agent de sécurité. Oh, et les enquêteurs auraient retrouvé l'arme du crime, un couteau fabriqué aux États-Unis, sur la scène du crime. Et il s'agissait apparemment d'un couteau qu'Elias avait reçu en cadeau de la part de Jackie. Selon les autorités, quelques jours avant le meurtre de Beau, Elias et Jackie, amants, sont allés une nouvelle fois sur cette zone isolée, la scène du crime, pour l'examiner avant l'attaque, s'assurer que tout était en ordre. C'est l'endroit. Quant au mobile, pourquoi Jackie aurait-elle agi ainsi? Elle semblait peu heureuse que Beau décide que la famille quitterait l'Angola après sa mission. Manuel Alaiwa, surintendant des enquêtes criminelles au service d'enquête criminelle, a indiqué à l'agence de presse angolaise que le mobile présumé était une liaison amoureuse entre le commanditaire et son complice, le garde de la résidence du couple. J'ai évoqué ce qui est arrivé à Jackie, mais ses complices, Elias, Caillou et Ramos, sont aussi écopés de 21 à 22 ans pour homicide aggravé et blanchiment d'argent. Il a été rapporté par les médias locaux que l'avocat de Schroyer prévoit de faire appel de cette décision, invoquant des incohérences dans la procédure judiciaire et des problèmes liés aux preuves. Quant à Beau et à sa famille, Beau a été inhumé le 30 novembre 2024. Son avis de décès disait « Toute la vie adulte de Beau a été guidée par son amour pour Dieu et sa famille. Il a épousé Jacqueline Hawkinson le 6 mai 2005 à Andover, Minnesota. Ils avaient hâte de fonder leur famille. Guidés par la foi, ils ont donné amour, éducation et conseils à leurs 5 enfants. Son humour unique apportait du rire même dans les moments difficiles. Le cœur de Beau pour les enfants s'est élargi lorsqu'il est parti en mission en Afrique avec sa fille aînée, Bella. Il s'est engagé avec sa famille à servir le Seigneur en apportant amour, inspiration, gentillesse et besoins essentiels aux enfants et familles en Afrique. Encore une fois, une vocation dans laquelle il a su mettre à profit ses nombreux talents avec succès.
Beau partager sur les réseaux sociaux son travail et raconter comment sa famille avait déménagé dans un village reculé du bush. Pas d'électricité, d'égout ni d'eau, mais ils étaient là pour aider. Et il a publié sur Facebook la veille de sa mort que le peuple Nineka, qu'ils aidaient, faisait partie, je cite, des groupes les plus marginalisés d'Angola. Quant aux enfants, ils sont retournés aux États-Unis. Ils sont apparemment pris en charge par des membres proches de la famille et ils reçoivent également de l'aide de l'Église. Troy Easton, pasteur principal de l'église Lakes Area Vineyard, a déclaré après la condamnation de Jackie: « Il est important de savoir que ce verdict résulte d'une enquête et d'un procès approfondi, suivi de près, équitable et intègre. Je suis reconnaissant pour la clarté et la conclusion, mais aussi très attristé par la douleur et la confusion que cette nouvelle cause, surtout aux enfants et à la famille de Beau et Jackie. » Bien que cette nouvelle soit choquante et extrêmement difficile à comprendre, il est important que vous sachiez que ce verdict fait suite à une enquête et un procès approfondi. Les enfants Schroyer restent bien pris en charge et nous poursuivrons notre collaboration avec SIM États-Unis d'Amérique pour garantir leur soutien. Église, je vous aime et j'ai le cœur brisé avec vous que cela fasse désormais partie de notre histoire. Et ils ont ajouté qu'ils priaient pour que Jackie Schroyer se jette dans les bras miséricordieux, pleins de grâce, de pardon et d'amour de notre Père Céleste. SIM États-Unis d'Amérique a déclaré: « Les circonstances de la mort de Beau sont tragiques et déchirantes. Nous sommes reconnaissants pour la clôture que ce verdict apporte et espérons qu'il marque une étape vers la guérison de tous ceux concernés. » SIM États-Unis d'Amérique continue d'aider les enfants Schroyer, pris en charge par des proches, grâce à l'appui des conseillers de SIM et d'un fonds dédié pour leur soutien financier durable. Je souhaite maintenant donner la parole à Jack Rice, avocat de la défense, ex-procureur et ancien officier de la CIA. Il a plaidé dans plus de 50 procès devant jury. Je suis vraiment content de vous avoir ici. Tout d'abord, vous savez d'où ils viennent, hein, n'est-ce pas? Vous savez d'où venait cette famille? Je suis dans les Twin Cities, à Minneapolis-Saint Paul, dont Saint Paul est la capitale et où se trouve mon bureau. Mais Detroit Lakes se trouve plutôt au nord-ouest du Minnesota, un peu près de Fargo. Petite communauté de 10 000 habitants, centrée sur les activités de plein air. Donc, l'idée que cela devienne le centre de cette affaire internationale, je n'utiliserai pas le mot spectacle, mais le fait que cela soit devenu une histoire internationale surprend aussi les habitants de Detroit Lakes. Tout le monde se gratte vraiment la tête. C'est un groupe de personnes religieuses d'où ils viennent, et l'idée que cela puisse arriver à cette famille avec 5 enfants jusqu'en Angola, c'est vraiment quelque chose qui, je pense, laisse beaucoup de gens perplexes. À Detroit Lakes et au Minnesota, certainement. C'est vraiment une affaire étrange et tragique. Je souhaite interroger sur la façon dont cette affaire a été enquêtée et poursuivie. Parce que, est-ce que ça vous surprend à quelle vitesse ils l'ont arrêtée et ont finalement réussi à la condamner, elle et ses complices, hein? Parce que cela semblait assez simple. Ouais, vous savez, parfois on ignore d'un point de vue médico-légal ce qu'ils vont faire ni combien de temps cela prendra. Donc, elle a été arrêtée à l'origine dans cette affaire en octobre 2024. Très rapidement d'ailleurs, après qu'il ait été retrouvé. Je crois que c'était en novembre. Je pense que ce n'était que quelques jours. Oui, c'était quelques jours après son meurtre. Oui, tu avais sans doute raison, c'était autour du 1er novembre. C'est paru dans le journal local du Minnesota sur cette famille. Et c'est quelque chose que les gens suivent depuis. Et il semble que, au minimum, l'un des éléments de preuve que les autorités locales ont trouvé était un couteau fabriqué aux États-Unis. Et ce couteau fabriqué aux États-Unis était en fait un cadeau pour le petit ami de Jackie, celui avec qui elle avait une liaison. Et ils ont pu relier ce couteau à l'affaire. Et c'était un élément de preuve qui montrait que ce n'était pas seulement local, qu'il y avait un lien américain dans cette affaire. Soyons honnêtes, cela réduit vraiment le nombre de suspects et limite ceux qui pourraient être impliqués. Et je pense que c'était un élément de preuve extrêmement important, essentiel, sur lequel ils ont commencé à se concentrer correctement. Je remarque une tendance dans les meurtres commanditaires, n'est-ce pas? On pourrait penser que si vous les externalisez, il y a moins de liens directs avec le cerveau, la personne qui orchestre. Mais ce n'est pas le cas, ce n'est pas ce que j'ai constaté ici. J'ai l'impression que les complots de meurtre sur commande font partie des crimes les plus bâclés. Ils laissent tellement de traces qui mènent à toutes les personnes impliquées. Même si tu regardes quelque chose ici, l'arme du crime, comme tu l'as mentionné, un cadeau de sa part, l'argent, d'accord, de sa part. Elle est sur les lieux, la liaison. Ai-je tort de dire qu'il y a des aspects d'un complot de meurtre sur commande
en particulier celui-ci, où les preuves ramènent directement à tous les protagonistes? Tu as tout à fait raison, parce qu'on parle d'amateurs. Je n'aime pas le dire, mais c'est vrai. On ne parle pas de personnes qui réfléchissent vraiment au crime qu'elles essaient de commettre en ce qui concerne les acteurs, en ce qui concerne les personnes impliquées. Et parfois, je pense que beaucoup de ces cas, surtout quand on a quelque chose comme ça, quand il y a une autre personne impliquée dans cette affaire. Nous avons aussi vu des cas comme celui-ci aux États-Unis, où au final on se retrouve avec quelqu'un qui engage son petit ami, engage sa petite amie, ou engage quelqu'un qui fait ensuite venir d'autres personnes qui sont aussi des amateurs. Vous avez donc quelqu'un qui dit vouloir la mort de quelqu'un sans agir lui-même. Ce n'est pas ce qu'ils disent normalement, parce que beaucoup d'entre eux, et c'est très courant, ils n'ont absolument aucun casier judiciaire, aucune expérience dans ce domaine. Puis ils recrutent d'autres amateurs pour commettre les crimes eux-mêmes. Eh bien, apparemment, ils ont recruté, ou du moins, vous savez, son amant a recruté, des criminels professionnels. Donc des personnes qui avaient un casier judiciaire. Ce n'était toujours pas à ce degré de sophistication. Un certain degré de planification était présent, n'est-ce pas? L'attirer dans cette zone isolée. Où sera-t-elle au moment des faits? Ils ont fait semblant que leur voiture avait des problèmes pour l'attirer là-bas. Mais ce n'était pas un plan infaillible. C'est rarement le cas. Parfois, encore une fois, ce que je vois, c'est que j'observe des situations où une personne veut être avec une autre. Et parfois, j'imagine, parce qu'on essaie tous de comprendre ce qu'elle a dans la tête ici, mais c'est l'émotion qui la guide plutôt que le calcul. Et donc, ce que tu obtiens, c'est autre chose. Je veux qu'il parte, et ça devient partir à quel prix? N'importe lequel, là où tu ne réfléchis plus, tu n'agis plus. Ce n'est pas que je dis aux gens comment faire, mais je dois dire que mon expérience, non seulement en tant que procureur traitant des affaires comme celle-ci, mais aussi en ayant plaidé d'innombrables affaires, y compris des meurtres, m'a montré comment elles se déroulent et comment les coupables se font attraper. Ce n'est pas quelque chose à laquelle des gens comme ça pensent. Et je peux même remonter à l'époque où je travaillais pour le gouvernement fédéral, voir comment les choses se font à l'international. Ce n'est pas comme ça qu'on fait. Et pourtant, en même temps, du moins, ce que nous semblons voir ici, c'est la justice. Et ce que vous avez enfin, c'est une poursuite et une condamnation relativement rapide, relativement propre de ceux qui sont impliqués. Elle finit par purger 24 ans de prison. Les 3 autres hommes qu'elle engage pour la somme de 50 000 $ vont purger entre 20 et 22 ans de prison. Et donc, c'est intéressant. D'ailleurs, un aspect de cela, Jesse, que j'ai trouvé intéressant, c'est que parfois, on constate que le tueur, ceux qui commettent réellement l'acte, purgent plus de temps que le cerveau. Et j'ai déjà vu ça auparavant, je suppose que toi aussi. Et dans une certaine mesure, je suis en fait, je pense, d'un point de vue de la justice, je suis satisfait que le cerveau, dans ce cas, la personne à l'origine de cet acte horrible, soit celle qui en paie le prix le plus élevé. Parce que souvent, ce que j'ai constaté, c'est que ceux qui sont, pour ainsi dire, aux commandes et qui prennent ces décisions sont ceux qui semblent s'en sortir sans conséquence. Les acteurs de niveau inférieur perdent souvent un prix bien plus élevé. Ce sont les cibles les plus faciles, ce sont les plus simples à poursuivre, et parfois, c'est ce que font les procureurs. Elle a tout déclenché et en a fait une affaire personnelle. Et quand j'y pense, et que tu as couvert tellement d'affaires différentes, n'est-ce pas? Tu as énormément d'expérience là-dedans. Si je présente le mobile ici, elle a une liaison. Elle n'est pas contente que Beau veuille emmener la famille et quitter cette région une fois le travail de mission terminé. Elle paie des tueurs à gages pour faire ça. Est-ce que ça te semble être un cas à part? Tu es en train de dire que c'est un schéma que j'ai vu encore et encore quand il s'agit de conjoints ou de proches qui tuent leur partenaire ou engagent quelqu'un pour le faire. Est-ce simplement un schéma, quelque chose que tu as déjà vu auparavant? Je l'ai déjà vu. Jesse, je sais que toi aussi, je pense à une affaire. Il y avait une grosse affaire à Los Angeles. Il y avait un homme qui était coiffeur. Je veux dire, il était très connu dans l'industrie de la cosmétologie dans le monde entier. Les gens savaient qui il était. Et il a été tué par sa femme et son amant. Et plusieurs autres personnes étaient impliquées. Nous avons vu d'autres cas comme celui-ci en Floride et dans d'autres régions de la côte Est également, où ce que vous obtenez, c'est ceci. Je pense que le problème, c'est que cela devient une question de temps. Je veux que ce soit fait vite. Je déteste parler de la façon dont vous faites cela, n'est-ce pas? Mais ce que je veux dire, c'est que ce que vous obtenez, c'est quelque chose de très, très, très bâclé. Et c'est ça le problème.
Du point de vue du procureur ou du point de vue de la défense? D'un point de vue juridique, est-ce compliqué lorsqu'il y a plusieurs personnes jugées pour un même crime? En pensant à la conspiration dans cette affaire, je l'ai vu du point de vue du procureur et je forme aussi des procureurs et des avocats de la défense. Ina, c'est quelque chose que nous allons faire la semaine prochaine. L'un des avantages d'inculper des affaires de conspiration, c'est que vous pouvez en gros inculper tout le monde pour tout ce que chacun fait. Et ce que vous voyez toujours, et c'est ce que je fais du côté de la défense, c'est que j'essaye constamment de faire ce qu'on appelle dissocier. J'essaye d'exclure mon client du groupe de 3 personnes impliquées, ou de 5 personnes impliquées, ou de 6 personnes impliquées, et de dire que cette personne est seulement responsable de ce qu'elle a fait. Mais l'avantage de poursuivre les gens en bloc, tous ensemble, c'est que vous pouvez apporter des éléments de preuve pour dire que la personne principale a fait X, X et Z plus A et D. Mais regardons ce qu'a fait le premier co-conspirateur. Et vous commencez à additionner tout cela. Et ce que vous faites, c'est que vous commencez à tresser tout cela ensemble comme un patchwork et vous montrez ce que c'est réellement. C'est un effort délibéré et large pour assurer la réalisation d'un acte. Ici, il s'agissait de la mort d'une autre personne. Et donc, l'avantage de poursuivre sous la forme d'un complot explique pourquoi on le fait. Souvent, un grand exemple, c'est ainsi que les fédéraux ont poursuivi la mafia. Parce qu'au final, on se retrouve avec toute une série de personnes qui peuvent être impliquées dans tout, du blanchiment d'argent à l'agression sexuelle, au meurtre et à toutes sortes d'autres choses. Mais il y a 15 acteurs et aucun d'entre eux n'a une voie claire pour obtenir tout cela. Mais si tu peux les lier les uns aux autres, ce que tu fais, c'est que tout le monde finit avec des chaussures en ciment. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça que ça marche si on reste avec la mafia. Et l'une des choses sur lesquelles je voulais conclure, c'est ton expertise en tant qu'ancien membre de la CIA. Tu sais, je ne sais pas s'il y a ce sentiment que, oh, surtout si tu traites avec des Américains qui sont à l'étranger, si un crime est commis à l'étranger, il y a un moyen de le dissimuler. Il n'y aura pas d'enquête. Ce n'est pas ce qui s'est passé ici. Vous avez eu une enquête approfondie, une poursuite approfondie. Franchement, chapeau aux forces de l'ordre là-bas, aux enquêteurs là-bas, qui ont réussi à reconstituer tout cela et à le faire très rapidement. D'après votre expérience, je ne sais pas si vous avez travaillé en Afrique ou non, mais d'après votre expérience dans d'autres pays, leur système juridique, leur système d'application de la loi est plutôt à la hauteur, n'est-ce pas? Je veux dire, ils résolvent vraiment ce qui aurait pu être une affaire assez compliquée. Vous savez, c'est une excellente question. J'ai enseigné les techniques de plaidoirie à Tbilissi, en République de Géorgie. Je les ai enseignées il n'y a pas si longtemps en Turquie, à Istanbul. J'ai enseigné dans le sud de la Russie, au Kenya, au Soudan du Sud, en Ouganda et ailleurs. En Thaïlande et ailleurs dans le monde. Et je me souviens m'être assis à côté d'un avocat qui était procureur puis avocat de la défense pénale à peu près de mon âge, dans un endroit appelé Gulu, dans le nord de l'Ouganda. Ce gars-là était exactement comme moi. Nos expériences étaient très similaires dans ce que nous faisions et comment. Le niveau de sophistication était exactement le même que ce que je fais tous les jours. Il n'y avait aucune différence. L'idée que certaines personnes ont que si vous allez dans d'autres parties du monde, ces gens seraient d'une certaine manière inférieurs, que d'une certaine façon, ils seraient incapables. Ce que nous avons, ce sont les personnes les plus compétentes et, tout comme aux États-Unis, parfois les personnes les moins compétentes. Et c'est simplement la vérité. Nous avons cela ici et nous l'avons aussi là-bas. Vous vous retrouvez donc avec certains agents des forces de l'ordre qui savent ce qu'ils font. Ils savent comment faire leur travail et ils le font très très bien. Donc, si vous arrivez dans un endroit et supposez simplement « Oh, c'est entre guillemets le tiers-monde, le monde en développement, donc je peux faire tout ce que je veux », je pense que vous devriez y regarder de plus près et réaliser que ça ne se passe pas toujours comme ça. Non, et c'est un excellent point, c'est un excellent point. Et je pense que le point que j'essayais de faire valoir, je ne peux pas parler pour elle, je ne peux pas parler pour Madame Schroyer, mais je me demandais s'il y avait cette idée dans sa tête. Eh bien, si je veux me débarrasser de mon mari, il vaut mieux le faire ici qu'aux États-Unis. Il peut y avoir une méconnaissance de la rigueur, du professionnalisme et de la compétence des forces de l'ordre et des procureurs dans tous les pays du monde. Je ne sais pas si c'était juste, on aurait dit de la panique. Elle pensait qu'il partirait, elle avait un amant. Encore une fois, chapeau bas, j'ai toujours essayé.
Respect aux enquêteurs et procureurs qui neutralisent les criminels. Que ce soit ici aux États-Unis ou dans n'importe quel autre pays, c'est une situation horrible. Et j'adresse tout mon soutien, mes prières, mes pensées et mes vœux de rétablissement à ces enfants. Car ils doivent maintenant affronter une vie incroyablement difficile. Merci beaucoup Jack Rice pour votre temps, je vous suis reconnaissant. Toujours mon ami, merci. C'est tout pour l'instant sur Sidebar. Merci à tous de nous avoir rejoints. Abonnez-vous sur YouTube, Apple Podcast, Spotify ou toute plateforme. Suivez-moi sur X ou Instagram. Je suis GC Weber, à la prochaine.